Bonjour, je m'appelle Jonathan Placide, je suis le réalisateur, le producteur et le scénariste du film Sans voix. J'ai créé mon entreprise en 2010 pour laquelle je fais pas mal de films d'entreprise. Auparavant, en 2005, j'avais fait une école d'audiovisuel et également j'avais créé une association de courts-métrages pour laquelle j'ai fait pas mal de courts-métrages avec d'autres personnes, etc. pendant quelques années. Et Sans voix est mon premier vrai long-métrage. Ma vision du cinéma en France, alors honnêtement, j'en sais rien. J'ai l'impression que c'est quand même ce qu'ils appellent une grande famille. Et effectivement, c'est une grande famille, puisque si tu fais pas partie de la famille, t'as pas le droit d'y rentrer, tout simplement. Donc du coup, c'est quand même une vision. J'ai une vision assez pessimiste en fait du cinéma en France. Je pense que c'est des gens qui se payent entre eux, qui font rentrer leurs potes, qui s'auto-congratulent entre eux. Euh, voilà, moi c'est la vision que j'ai, et puis du coup ça se ressent sur les films, où tu as quand même énormément de films qui sont faits à la va-vite, et ça se voit, parce que de toute façon ça consiste uniquement à payer sa famille, à payer ses potes, etc. Donc ça c'est ma vision du cinéma en France. Après, il y a un cinéma qu'on va dire alternatif, euh, dont je fais partie, enfin dont j'essaie de faire partie. Et en fait, on est tous là. Je pense que les jeunes aujourd'hui, et les moins jeunes d'ailleurs, essayent tous de faire un cinéma différent en France, qui est composé principalement de films de genre, c'est-à-dire des films d'horreur, des films d'action, des films de science-fiction, etc. Sauf que on leur donne pas le financement, parce qu'on leur dit pourquoi tu fais pas une comédie ou un drame comme tout le monde, en gros. Et c'est super galère. Donc ma vision du cinéma en France, voilà, comme je l'ai dit, elle est un peu pessimiste, certes, mais je pense qu'on est vraiment pas loin de la réalité. Il suffit de voir comment nous, on a été au final obligés de tout financer par nous-mêmes pour faire un film d'horreur, pour comprendre qu'en fait, voilà quoi, les financements, ça se débloque pas. Si t'as pas de contact, c'est encore pire. Euh, voilà, même, vous savez, même les festivals, on participe à des festivals, mais les festivals, ils sont tous payants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, bah voilà, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour faire un film, pour faire en sorte que le film il soit terminé. Et au final, non, tu dois encore dépenser de l'argent pour éventuellement être sélectionné à des festivals. C'est-à-dire que tu payes, mais en fait, tu sais pas si on va te sélectionner ou non, quoi. Alors que tu t'as payé, donc ton argent, on le prend quand même, tu vois. Donc, ma vision du cinéma en France, c'est ça, c'est un milieu de requins, et t'as intérêt à te battre, et nous, c'est ce qu'on fait. On se bat, on sort ce film, on va essayer d'en sortir d'autres, mais faut se battre comme des malades. C'est vraiment ça, c'est une guerre c'est une guerre quasi sans fin face à ceux qui régissent ce système, qui sont tous des fils d'acteurs, des fils de producteurs, des sœurs, des oncles, des tantes, des machins, etc. Voilà, c'est ça ma vision du cinéma en France. C'est une bonne question, mais il y a une petite erreur, c'est-à-dire que j'ai quand même fait des courts-métrages bien avant 2008-2009. Je crois plutôt que ça remonte à 2005. Alors peut-être que ce qu'on trouve sur le net remonte à 2008-2009, faudrait vérifier. Et la question est intéressante parce que pour de vrai, Sans voix n'est pas tout à fait mon premier long métrage. En fait, dès que j'ai pu avoir une caméra, donc à l'âge de 16 ans, j'avais déjà tourné un long métrage qui avait pris 2 à 3 ans. Alors c'était totalement amateur, ça s'appelait Comment tuer quelqu'un sans éveiller de soupçon. C'était un petit thriller, un drame, thriller, je sais plus. Et voilà, c'était mon premier long métrage. Donc en fait, j'ai plutôt commencé par faire un long métrage, et ensuite j'ai fait des cours. Maintenant, comment on passe à la réalisation d'un long professionnel alors que les autres étaient amateurs? Alors, il y a d'abord eu une déconvenue, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans, 4 ans à peu près, je suis pas bon en date, hein, je suis vraiment désolé. Euh, J'avais été contacté par le biais de Philippe Orlandini, mon co-scénariste, même sur Sans Voix, qui avait trouvé une productrice qui pourrait financer un premier long métrage. Et donc du coup, on était rentré dans une sorte de système de financement qui était
un peu officiel avec une productrice. On est allé à Cannes, on a cherché des financements, et cetera, de ça et tout. Et en fait, on devait faire, un premier long métrage qui s'appelait Léa et qui devait coûter à peu près 1 million d'euros, voilà. Sauf que suite à ça, on a eu beaucoup de problèmes de production. Bah, notamment, il faut être très clair, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi qui n'étais pas producteur sur le film, je me suis mis à avancer de l'argent, heu, bah, que j'ai jamais récupéré, hein, du coup. Donc voilà pour, clarifier les problèmes de production. Et donc du coup, après cette déconvenue, le film a été annulé et je me suis dit: «Ouais, c'est quand même dommage, j'ai plus envie d'avoir, forcément des producteurs comme ça, c'est au-dessus de nous, monter des dossiers et cetera, de ça et tout». Je trouvais que c'était trop galère. Bah, le covid est arrivé, on préparait un autre long métrage et quand le covid est arrivé, bah, du coup, du fait qu'on avait forcément moins de frais, on avait moins de trucs et tout, je me suis dit: «Bah, vas-y, j'ai quand même l'argent, et on va s'autoproduire». Parce que comme je l'ai expliqué avant, moi, j'ai quand même ma boîte de prod, ce qui permet quand même d'avoir un petit peu de matériel, à moi de base et donc d'investir un petit peu moins. Et donc du coup, à partir de là, moi, ça m'a permis, d'autofinancer le film et voilà, d'avoir entre guillemets «les pleins pouvoirs», dessus. Donc c'était, en fait, on l'a pas tourné différemment vraiment d'un court métrage, hein. C'est-à-dire que dans l'idée d'autofinancement, de on se débrouille et cetera, c'était vraiment, très, système B quoi, tu vois? De faire tout ça. Donc ouais, la seule chose, c'est que c'est beaucoup plus difficile qu'un court métrage parce que c'est beaucoup plus de temps, beaucoup plus de préparation, donc du temps en amont, du temps pendant et puis du temps après en post-prod, quoi. Ouais, super bonne question, mais en fait, tu vois, c'est en fait super dur de gérer les 2 casquettes. Honnêtement, je préférais, n'être que réalisateur, parce que vraiment producteur, tu es là, tu passes ton temps à faire, du «social» entre guillemets. C'est-à-dire que tu passes ton temps à machin, il a un problème, tu dois régler tous les problèmes personnels et professionnels de chaque personne de l'équipe. Mais tout, 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 tout. Ça, c'est une grosse partie du rôle de producteur. Ensuite, dans le rôle de producteur, tu dois quand même bon, les financements, c'est un point, mais c'est pas le point le plus compliqué. C'est que tu dois ensuite, organiser les agendas de tout le monde, faire ci, enfin, chaque problème est pour toi. Alors que quand tu es réalisateur, normalement, bah, justement, tu as le producteur qui règle les problèmes et toi, le réalisateur, tu t'occupes des autres problèmes qui sont les problèmes de comment tu vas tourner ce plan, comment tu vas diriger tes équipes et tout. Mais être producteur et réalisateur, ça signifie que tu fais tout. Tu dois tout faire en même temps. Et ça, c'est vraiment compliqué. Et c'est vrai que je pense que la meilleure définition, c'est qu'un film, finalement, bah, c'est un ensemble de problèmes et un ensemble de solutions plus ou moins bonnes qui amènent au résultat final. La jeunesse de Sans Voix, bah, il y a longtemps avec Philippe Orlandini, qui est co-scénariste sur le film, on avait commencé à faire une série, de différents courts métrages. Il y en avait un premier qui s'appelait Appel à l'aide, un deuxième qui s'appelait Croyance et le troisième, ça devait être justement Sans Voix. J'avais cette histoire qui était prévue pour un court métrage qui se passait intégralement dans une chambre et qui était une histoire de maison hantée, enfin de «chambre hantée» entre guillemets. Et du coup, au fur et à mesure que je me prenais des notes et cetera, je me disais: «Mais, finalement cette histoire elle mériterait d'être beaucoup plus longue». Et puis quand tu arrives à des notes et que tu te rends compte que tes notes, elles donnent déjà un film qui fait 55 minutes, ah, tu te dis: «Ouais, il me manque, 15 minutes pour être sur un long métrage, quoi». Donc, du coup, tu peaufines et puis tu te dis: «Bon, bah, je peux faire un long métrage». Mais c'est pas que ça la genèse, parce que la genèse, c'est aussi que, au moment où on a lancé Sans Voix, pour de vrai, je préparais un autre film qui avait rien à voir, qui était un film d'amour et ce film d'amour, on avait déjà bien commencé, on avait même tourné une première scène. Ça devait se tourner sur plusieurs mois et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a eu le confinement qui est arrivé et quand le confinement est arrivé, notre film d'amour qui se tournait principalement en extérieur dans les rues de Lyon et cetera, on pouvait plus le faire. Et du coup, c'est là que j'ai ressorti un peu le script de Sans Voix, sur lequel on avait quand même vachement avancé. On avait déjà fait pas mal de trucs de pré-prod. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, vas-y, finalement, on va faire Sans Voix
avant de faire ce film, parce que Sans Voix, on peut le tourner pendant le confinement. Je rappelle que les tournages étaient autorisés pendant le confinement, hein, donc c'est ce qu'on a fait. Donc voilà à peu près quelle est la genèse de Sans Voix, sachant qu'aussi, c'est aussi né d'une frustration, qui est la frustration du film précédent, qui s'appelait Léa, et qui ne s'est pas fait, et donc du coup, bah voilà, l'idée de faire un film qu'on allait enfin autoproduire et autoréaliser, donc c'est ça. Alors la production du film, en gros, comment ça a commencé? Alors, on est déjà parti sur un principe qu'il fallait que le film, il soit tout précalculé de base. Ça, c'était, une manière de perdre le moins de temps possible au tournage, c'est-à-dire de savoir exactement quel plan on faisait à quel moment, et cetera. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a visionné un maximum de films de maison hantée avec, Philippe Orlandini, c'est ça son rôle de co-scénariste. On a noté tout ce qui fonctionnait, tout ce qui fonctionnait pas, et à partir de là, on a pris aussi plein de plans et tout ça, et on a fait une sorte de pré-montage du film, une sorte de mash-up de plein de petits plans d'autres films qui nous servaient donc de storyboard. C'est un peu la manière George Miller sur Mad Max Fury Road ou les Wachowski sur Matrix, etc. Sauf que eux, ils avaient des storyboards super détaillés faits par des storyboarders professionnels. Nous, on avait une prévisualisation système B à partir de plein de plans de films. Ensuite, moi, j'ai tout de suite été voir Constance Savelli et Mathieu Chanteperdry, qui sont tous les deux des excellents maquilleuses et maquilleurs à effets spéciaux. Et je leur ai dit, bah voilà, on va faire ce film, il me faut le plus beau monstre que vous soyez capable de créer. Vous avez full budget pour faire le meilleur monstre possible. Là, ils m'ont annoncé bah, le budget du monstre. Je fais waouh, c'était un énorme budget. Du coup, moi, j'ai dit: «Bah, OK, moi, je vais économiser, on va payer ce budget». Avec ma femme, on s'est vachement serré la ceinture pendant toute l'année 2020, pour réunir à la fois le budget du monstre et également le budget, pour, bah, tout ce qui était matériel, pour les caméras et cetera, de ça et tout, et qui permettait de payer notamment ces maquilleurs. Sachant que tout le reste de l'équipe, eux, ont été bénévoles. Quand je dis bénévoles, c'est pas tout à fait bénévole, c'est-à-dire que quand on vendra le film, parce que je suis sûr qu'on arrivera à le vendre, on va payer chacun à part égale. C'est-à-dire que normalement, sur un film normal, le réalisateur est mieux payé que les autres, etc. de ça et tout. Enfin, selon les postes, chacun est plus ou moins bien payé. Là, tout le monde sera payé à part égale sur ce film-là. Donc ça, c'est pour le budget. On a deux endroits avec des décors, on va dire. On a une partie qui a été tournée dans mon appartement, d'accord, qu'on a complètement transformé, on a déplacé tous les meubles et tout, machin pour ça, donc à Villeurbanne, près de Lyon. Et ensuite, on a toute une autre partie qui a été tournée dans les Landes. Et ça, c'est grâce à Manon Bical, qui avait fait de l'urbex un an auparavant et qui avait trouvé un super lieu. Donc ça, c'est pour nos décors. Et donc du coup, quand le deuxième confinement est arrivé, nous, on est partis dans les Landes pour tourner dans un urbex. Donc niveau transport, on avait 2 voitures et bon, bah, voilà, l'intégralité de l'équipe rentrait, soit dans une voiture, soit dans l'autre voiture. Ensuite, on avait dû, parce qu'il fallait quand même respecter les mesures Covid et cetera, donc on avait loué 2 Airbnb avec beaucoup d'espace, pas mal d'espacement et cetera. On mettait les masques, on machin et tout, enfin c'était tout un bordel, mais voilà, c'est un peu ça l'organisation. Alors la réalisation du film, bah, d'abord elle s'est très bien passée parce que comme je l'avais dit, on a, vraiment, beaucoup storyboardé, donc je savais exactement quel plan on faisait, à quel timing et tout. Ensuite, ça c'est pour la partie qui s'est tournée à Villeurbanne. Ensuite, il y a eu la partie dans les Landes où pareil, on a respecté les storyboards et tout ça. Donc au début, ça s'est passé très, très bien. Et puis, il y a eu, excuse my French, mais il y a eu, une espèce de connard qui est arrivé, un élu, de la bourgade où on filmait, qui est arrivé et qui nous a dit, qui a débarqué, qui a dit, «Vous n'avez pas le droit de filmer ici». Nous, on savait qu'on avait le droit, tu vois? Mais si tu veux, quand tu es dans un endroit, où tu ne vis pas, bah, parce que tu vois, dans les Landes, si tu vis pas dans les Landes, tu es un étranger pour les Landais, et tu as un élu qui te dit que tu as pas le droit. Bah, tu réfléchis, tu te dis: «Bon, on est en période de Covid». Nous, on savait qu'on avait le droit,
Parce qu'on était dans un urbex, donc c'est un lieu qui appartient à personne. Les tournages étaient autorisés pendant le Covid. Mais il nous dit, ouais, non, vous n'avez pas le droit, je vais à la gendarmerie, machin et tout. Et tu sais que le mec, il fait partie de la mairie. Et là, tu te dis, bon, j'ai plus de thunes parce que toute la thune, elle a été mise dans le film. Si je paye des amendes, ça va être minimum 500 € par personne. Et cet argent, je l'ai pas. Alors qu'est-ce que je fais? Et bien là, ce qu'on a fait, tout simplement, c'est qu'on s'est barré. C'est-à-dire que le lieu de tournage principal, on a dû le quitter en cours de tournage. Et là, heureusement, un des Airbnb était tenu par Jean-Pierre et Marie d'Artigues-Longue, qui sont des personnes exceptionnelles, et qui nous ont dit, parce que nous, on cherchait une forêt, et ils nous ont dit, bah écoutez, nous, on a un bout de forêt qui nous appartient, et vous pouvez tourner là. Donc là, on a tourné toute une partie dans le bout de forêt qui les appartenait, ce qui nous a permis de tourner la quasi-intégralité du film. Mais sauf que là, on a dû improviser les plans, parce que le storyboard ne fonctionnait plus, parce que le décor n'était plus le même, donc les storyboards ne fonctionnaient plus. Et ensuite, il nous manquait quand même un lieu, il nous manquait une partie, il nous manquait 10 minutes de film. Et là, heureusement, j'ai appelé des contacts et tout, qui m'ont dit hey, tu sais, il y a un urbex aussi près de Lyon, tu sais tout, je te donne l'adresse, c'est pas mal et tout ça. Et du coup, on a rechangé de décor, ce qui n'était pas du tout prévu. Donc voilà comment s'est passée la réalisation du film, c'est-à-dire qu'on aurait dû n'avoir aucun problème parce que tout était tellement préparé, timé, etc. Mais au final, on s'est retrouvé avec ces problèmes-là. Et du coup, c'est pour le mieux. C'est pour le mieux parce que il y a des gens, vous voyez, dans les séquences qu'on a improvisées, bah, il y a des gens qui préfèrent ces séquences-là. Donc du coup, c'est pour le mieux. De toute façon, dans la vie, tout ce qui nous arrive, je pense que c'est toujours pour le mieux. Donc voilà. Le film n'est pas sorti en salle pour une simple et bonne raison, c'est-à-dire que nous, notre but, déjà de base, on préférerait que le film soit diffusé sur des plateformes, type Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV, machin, etc. Parce que on a remarqué quelque chose, c'est que les Français, ils aiment bien les films d'horreur, mais ils aiment pas les films d'horreur français. Enfin, c'est même pas qu'ils les aiment pas, c'est qu'ils ne veulent pas les voir, tout simplement. Donc on s'est dit que si on était distribué déjà sur des plateformes, ce serait peut-être mieux qu'en salle. Après, si on se fait acheter par les salles, on sera diffusé en salle. C'est pas un but de ne pas être diffusé en salle. Par contre, le film, s'il n'est pas diffusé en salle aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'on ne l'a pas vendu, le film. Pas parce que personne n'a voulu nous l'acheter, mais tout simplement parce qu'on n'a pas entamé le processus de vente. Parce que ce qu'on veut faire avant, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est envoyer le film en festival, voir s'il remporte des prix, etc. Donc les festivals d'abord, la vente et la diffusion du film après. Du moins on l'espère, on croise les doigts pour ça, on espère que le film sera acheté. Et ben, l'objectif au départ, c'était d'envoyer le film en festival, sauf que, effectivement, je pense que c'est logique qu'il ait été primé à l'étranger. Heu, Nous, on a envoyé le film, hein, à des festivals en France, on l'a envoyé à des festivals à l'étranger, mais dès le début, j'avais dit à mon équipe, j'avais dit: «Tu vas voir, le film, il va recevoir quasi aucune récompense en France, mais il risque d'en recevoir à l'étranger». Je pense que c'est dû au fait que notre film, il a pas tellement, il ressent, même si c'est un film d'horreur français entre guillemets, il ressemble pas aux autres films d'horreur français. On est sur de l'ambiance, on est sur des choses comme ça, alors que il faut dire ce qui est, la plupart des films d'horreur français sont ultra gore, etc. Alors que nous, on n'a pas du tout joué là-dessus, on a joué sur l'opposé même de ça, on a joué vraiment sur l'ambiance, ça. Donc, je pense que c'est normal. Sincèrement, après, c'est pas nous qui décidons de primer le film ou pas. Nous, on l'envoie en festival et c'est les festivals qui décident. Après, comme je l'ai dit dans une autre réponse, les festivals, ils sont payants aussi. Donc certes, on va sélectionner certains festivals à qui on les envoie, parce qu'on n'a pas assez de thunes pour l'envoyer dans tous les festivals, hein. Il faut savoir que dans une année, il y a presque 5000 festivals de cinéma. Donc c'est énorme, on ne peut pas l'envoyer partout. Et du coup, on sélectionne un peu les festivals auxquels on les envoie, sachant que quand on les envoie, on n'est pas sûr d'être sélectionné, même si on a payé, etc. Donc, mais voilà, le fait qu'on soit primé à l'étranger, moi, ça ne m'étonne pas, mais il n'y a pas de but précis à être primé à l'étranger, en tout cas. Si on est primé en France, on sera très heureux d'être primé en France aussi.
Bien sûr que je te connais, David, et tu vas être très content sur ce point, puisque la musique a été vraiment quelque chose de primordial sur ce film. Elle a été composée par Nicolas Maillet, aidé de Cora Renard et de Maxime Deletraz. Et en fait, on a passé énormément de temps à travailler cette musique, hein. Moi, c'était vraiment le but, parce que le film, il est presque... tu sais, c'est un film qui est presque entièrement sans dialogue, c'est-à-dire qu'il n'y a que 5 minutes à peu près de dialogue dans le film. Donc du coup, la musique, elle est permanente sur le film. On a du sound design et de la musique de manière constante sur tout le film. Du coup, évidemment, il fallait qu'elle soit exceptionnelle, la musique. Et là, je dois dire que notre équipe a vraiment fait un travail monumental sur la musique du film, hein. Encore une fois, tous les festivals sont payants. Le festival le plus cher, c'est les Césars, bien évidemment, en France. Donc, on n'y sera pas, hein, parce qu'on n'a pas les moyens, tout simplement pour y être. Mais en tout cas, de très loin, moi, je peux te le dire, pour avoir vu quelques films français, etc., je peux te dire de très loin qu'en termes de qualité, sur la musique, le son, le sound design, euh, on les explose tous. Voilà. Et c'est pas pour me vanter, parce que c'est pas moi qui les ai faits, comme je l'ai dit, c'est Nicolas Maillet, c'est Maxime Deletraz et c'est Cora Renard. Mais vraiment, le travail sur le son, sur ce film, il est exceptionnel. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur le film. Ils peuvent dire que le film est bon, ils peuvent dire qu'il est mauvais, ils peuvent dire que c'est le pire film de tous les temps. Mais je t'assure qu'ils ne peuvent rien dire sur le son. Il y a un tel travail effectué dessus, non seulement sur le son, mais sur le mixage 5.1 du film. Et il y a des trucs, moi, on a fait des choses incroyables. On a fait, il y a à des moments, tu as des sons qui partent de la gauche, des sons qui partent de la droite et qui s'entremêlent comme ça, tu vois. Ça pour créer une perte de repères quand tu regardes le film et tout. Enfin, il y a un tel travail sur la musique et le son que c'est vraiment incroyable. C'est pas pour rien que la post-prod du film, tu sais, la post-prod du film, elle a duré presque 2 ans. Et il y a une grosse partie qui est due au son. Et d'ailleurs, je tiens à le dire parce que pourquoi est-ce qu'on a autant travaillé sur le son? Parce que, tu sais, je voulais faire un film d'horreur qui puisse plaire à des gens qui aiment les films d'horreur. Alors que beaucoup de films d'horreur d'aujourd'hui sont surtout faits, tu sais, pour les adolescents et avec des codes qui sont similaires. C'est-à-dire, les codes similaires, c'est quoi? C'est je coupe le son, il n'y a plus de son, tu vois, à part quelques petits bruits. Et puis d'un seul coup, tu vois, pour faire sursauter. Et ça, je voulais pas. Parce que en tant qu'amateur de films d'horreur, on sait que le truc qui fait sursauter va arriver. Donc du coup, le fait d'avoir cette musique permanente permettait d'éviter ça. Même si on les a, hein, c'est jumpscare, tu vois, ça s'appelle des jumpscares quand ça fait tchung comme ça. On les a, mais sur de la musique permanente. Donc tu peux pas savoir quand est-ce qu'ils vont arriver. Et c'est ça que je trouvais cool aussi. Alors bien sûr, je vais te présenter mon équipe. Alors tout d'abord, il y a Manon Bical. Manon Bical, c'était ma stagiaire, ensuite ça a été mon assistante, et là sur ce film, ça a été mon assistante de réalisation. C'est quelqu'un d'exceptionnel, de passionné, qui m'a vraiment aidé, tu peux pas imaginer, c'est tellement compliqué d'organiser un film. Elle a tellement aidé sur l'organisation, elle a fait la script aussi, elle a... incroyable. Ensuite, bien sûr, il y a l'actrice principale, c'est Olga Placide, c'est ma femme. Et tu sais, moi, ma femme, je l'aime plus que tout. Et puis c'est une personne exceptionnelle, c'est un être humain remarquable. C'est pour ça que je lui ai donné le rôle, parce que c'était pas prévu pour elle au départ, le rôle. Mais en fait, c'est un être humain qui est tellement exceptionnel. Et moi, comme le personnage du film, tu vois, c'est un personnage qui est un petit peu méchant. Et il fallait que les gens ils aient une empathie pour le personnage du film. Et donc j'ai pris ma femme parce que ma femme est quelqu'un de tellement gentil et ça se voit tellement, tu vois, ça que du coup je pense qu'elle crée une certaine empathie auprès des gens. Et puis tu sais, c'est pas parce que c'est ma femme, mais je l'ai beaucoup entraînée aussi sur le film, j'ai beaucoup aidé à préparer, mais au final, même sans mon aide, c'est quelqu'un qui est tellement vrai, qui est tellement sincère, qu'elle a fait un travail mais exceptionnel, quoi, tu vois. Et je suis content parce que
Alors, on n'a pas reçu de prix pour sa prestation, mais elle a quand même été nominée, enfin, on dit nommée, pardon, elle a été nommée pour sa prestation en tant que meilleure actrice dans déjà un festival, et ça, je trouve ça cool. Alors, même si elle n'a pas gagné au final, c'était cool qu'elle soit nommée parce qu'elle a fait un travail exceptionnel. Ensuite, il y a mon meilleur ami, Maxime Bouteille, qui est pareil, lui, qui est un être humain formidable, dévoué. Lui, il s'est occupé de tout ce qui est la partie étalonnage, tu sais, donc c'est comment on va refaire les couleurs du film, comment on va jouer sur toutes les couleurs du film, etc. Et aussi que c'est occupé des effets spéciaux. Alors, il y a quelques effets spéciaux numériques dans le film. En fait, c'est pas qu'il y en a quelques-uns, il y en a énormément, mais ils sont invisibles, tu vois. Parce que la plupart des effets spéciaux dans les films, en fait, sont invisibles. C'est pas les trucs que tu vois. C'est pas Spider-Man. Spider-Man, c'est un effet spécial. Mais nous, c'est plein de petits trucs invisibles, plein de petits trucs dans les décors, plein de trucs et tout. Donc Max Bouteille, qui était génial pour ça. On a toute mon équipe du son, donc je t'en ai déjà parlé, c'était Nico, c'était Max de Letras, c'était Cora, voilà, qui ont fait aussi un travail exceptionnel sur le son. On a notre équipe de maquilleurs, qui était composée de Constance Savelli, de Mathieu Chanteperdry et de Charline Anglada, qui ont, pareil, qui ont fait un travail de dingue, ils ont créé un monstre, tu vois, parce que dans le film, il y a un monstre, et ils ont fait... alors moi je l'espère, j'espère qu'ils ont fait leur meilleur travail, parce que c'est vraiment ce que je leur ai demandé. Je leur ai dit, mais faites votre meilleur travail, faites un truc dont vous serez fiers. Et donc j'espère vraiment qu'ils ont réussi à faire ça. Et puis il y avait Kevin Placide qui est mon frère. Alors lui, ça a été le couteau suisse du tournage, le mec, tu vois. Il a fait, nous ce qu'on a fait, il a été monteur sur le film. Donc la spécialité de ce film, c'est que le film était monté en même temps qu'il était tourné. Donc ça, c'est très très rare, mais voilà, on a fait ça. Ça nous permettait de gagner du temps, donc de gagner de l'argent, et donc de voir tout de suite qu'est-ce qui fonctionnait pas, et éventuellement de le retourner. Kevin, il a été monteur, il a fait l'affiche du film, enfin les deux affiches principales du film. Il a fait la cuisine sur le tournage, il a fait quelques effets spéciaux, moins que Max Bouteille, mais il en a fait quelques-uns. Il a été chauffeur aussi, enfin tu vois, il a fait c'est complètement dingue ce qu'il a fait. Ensuite, il y a eu Hubert Pellerin, qui est un gars qui crée des affiches pour Netflix et qui nous a fait aussi une affiche du film. Il y a eu, à la fin, il y a Lise Bidot qui est arrivée et qui nous a fait également, euh, quelques petites affiches alternatives pour le film. Voilà. Que dire? J'ai oublié de dire que Kevin Placide avait fait le site internet aussi. Et puis voilà, bah, en fait, je crois que j'ai cité toute l'équipe, à part, bien sûr, j'ai fait exprès pour le dire à la fin, Philippe Orlandini, qui, lui, ça fait des années qu'on travaille ensemble, tu sais, et lui, c'était le co-scénariste du film. Co-scénariste, et il a fait script aussi sur le film. Donc, lui, il est vraiment dévoué, tu vois, il nous a vraiment aidé à mort et tout. C'est quelqu'un d'exceptionnel, quoi, qui est toujours là quand on a besoin de lui. Donc, voilà, je crois que j'ai dit tout le monde. Comment j'ai mis en place mon équipe? Bah, en fait, là, pour le coup, c'était assez simple, hein. C'était, presque toutes les personnes, je les connaissais, et les autres personnes, celles que je connaissais pas, elles ont été amenées par les personnes que je connaissais. Donc moi, tu sais, moi, je suis quelqu'un, j'aime vraiment dire que sur un tournage, on est un peu une famille, tu vois? Ça fait un peu Vin Diesel de dire ça, donc j'aime pas trop la référence, mais bon bref, on va dire que ouais, c'est ça, pour moi, on est une famille, tu vois? Moi, j'ai l'habitude, j'aime travailler avec les mêmes personnes, et puis je suis fidèle avec les gens avec qui je travaille, donc ça a été assez facile à mettre en place, ouais. Bah, tu vois, c'est à peu près la même question que celle d'avant. Je suis désolé de te dire ça. Mais, bah, donc du coup, j'ai presque envie de te répéter la même chose, à savoir que je connaissais tout le monde. Après, pour être honnête, le film tenait surtout sur quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un monstre dans le film, et si le monstre était raté, le film était raté. Donc, le recrutement, comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'il me fallait la meilleure. Et, euh, et tu sais, avant, quand j'avais déjà fait d'autres films, j'avais déjà posé cette question à plusieurs personnes de mon entourage. J'avais dit, mais c'est qui le meilleur maquilleur à effets spéciaux de France? Et on m'avait dit, bah, c'est pas un maquilleur, c'est une maquilleuse, et c'est Constance Savelli. Et donc, Constance Savelli, j'ai tout de suite été la recruter. J'ai été la recruter en première parce que tout dépendait d'elle. Si le monstre était raté, le film était raté. Donc, elle, c'est celle que j'ai recrutée en premier.
Et ensuite, bah, tout le reste de mon équipe, ça allait de soi, hein, tu vois? C'est des gens avec qui j'avais l'habitude de travailler et puis ma femme, bah, j'étais carrément marié avec, alors, tu imagines, voilà, c'était facile. Et puis mon frère, quoi, tu vois? Donc, non, voilà, comme je l'ai dit, l'idée, c'était de travailler en famille, donc voilà, sachant que nous, on était ouverts aussi, on est ouverts à toute aide extérieure aussi, quoi, tu vois? Ah si, tu sais, on a galéré sur un truc. On a galéré sur un truc, c'est que pour une certaine raison, il nous fallait un enfant. Il nous fallait un enfant pour une scène du film. Et là, on a galéré, mais comme pas possible. Tu peux pas imaginer à quel point on a galéré à trouver un enfant. Et heureusement, c'est un de mes clients, lorsque j'étais sur un tournage, un de mes clients qui me dit Eh, tu sais, je connais une femme dont le fils est acteur. Et du coup, c'est comme ça qu'on a eu notre acteur, Luca, voilà, qui a été formidable sur le film. Tout d'abord, il faut savoir que sur le budget du film, il y a une partie non négligeable qui a déjà été versée à nos 3 maquilleurs. Donc nos 3 maquilleurs, eux, ils ont été payés. Maintenant, pour le reste de l'équipe, ils ont travaillé bénévolement et en fait auront un intéressement sur la vente du film. C'est-à-dire que en gros, quand on va vendre le film, on va partager la somme de la vente du film en part égale pour chacune des personnes qui ont travaillé sur le film. Voilà comment on fait pour le payer, pour les payer en espérant évidemment qu'on arrive à vendre le film. Bah, je voudrais leur dire merci, je voudrais leur dire merci pour leur implication, pour avoir été là pendant toute la production et la post-production du film. Donc ça, c'est ce que j'aimerais vraiment dire à la grosse majorité, enfin à tout le monde. C'est ce que j'aimerais dire à tout le monde. Maintenant, j'aimerais aussi dire à certains que, bah, parce qu'en fait, on a une partie de l'équipe qui s'est barrée. Quand le film a été terminé, on a une partie de l'équipe dont on n'a plus aucune nouvelle. Depuis qu'il est parti en festival et tout, ce qui est super bizarre parce que tu te dis bah, c'est la consécration de leur travail et en fait bah, juste on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ils participent pas à la promotion, je sais pas, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus donc bon bah ça c'est un petit peu moins cool par contre. Parce qu'effectivement, le travail sur un film, c'est à la fois d'être là pendant le film, mais c'est aussi d'être là pour assurer la promotion. Et là, on en a qui ont littéralement disparu au moment de la promotion, au moment où certains sont nommés d'ailleurs pour des prix, bah, on ne sait pas où ils sont. Ça, c'est un truc que je comprends moins, notamment pour le public, parce que je trouve que c'est pas très cool pour le public du film. Maintenant, moi, me concernant, je peux que remercier tout le monde pour le travail qu'ils ont fourni, parce que le travail était exceptionnel. Sincèrement, tout le monde s'est vraiment, vraiment très impliqué sur tout ce qui est la partie film. Voilà, donc la seule déception, c'est sur la partie promotion, comme je l'ai dit. Voilà, parce que je trouve que c'est pas cool vis-à-vis de nos spectateurs et du public. Bah écoute, tu vois, le bilan, il est globalement positif pour moi. Les gens, ils peuvent aimer le film. Ils peuvent ne pas aimer le film. Mais tu sais, nous, on a fait un film pour 20 000 euros. Et à peu près 20-25 000 euros. Et 20-25 000 euros, c'est même pas le budget cocaïne d'un Marvel, tu vois. Et pour être très clair, ce que je veux dire, c'est que tu vois, tu prends n'importe quel film français, ça coûte 1 million d'euros. Tu vois, 1 million d'euros, 2 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions, tu vois, pour les comédies françaises. Nous, on a fait un film pour 25 000 euros. C'est même pas le budget de Paranormal Activity, c'est même pas le budget de Blair Witch, etc. de ça. Donc, tu vois, j'estime que déjà, le bilan, il est forcément positif parce qu'on l'a fait. On a fait un vrai film, on est parti de rien, on a fait un film, on est arrivé au bout. Et pourquoi le bilan, il est positif? Parce que on a reçu des prix qui prouvent que le film, il est pas si mal que ça, tu vois. Et mais même, il y a des gens qui aiment le film et il y a des gens qui l'aiment pas, tu vois. Euh, mais une fois, il y a quelqu'un qui n'aime pas le film. Et ben, tu sais ce qu'il m'a dit? Je lui dis parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était ça. Étant donné que notre film, il coûte que dalle, je lui ai dit, mais du coup, est-ce que c'est le pire film de tous les temps? Et là, tu sais ce qu'il me répond? Il me répond, ah non, j'ai vu Morbius la semaine dernière.
Ça veut dire qu'en fait, il estime que notre film, il est meilleur que le film Morbius. Alors moi, j'ai pas vu Morbius, tu vois, c'est un film, mais c'est un film qui coûte des millions de dollars. Et le fait que quelqu'un qui n'aime pas notre film nous dise que notre film, il est quand même meilleur que ce film qui coûte des millions de dollars, tu vois, et ben moi, je me dis, mais comme on a réussi, mais on a grave réussi, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai revu cette personne qui m'a dit que Morbius était meilleur que Black Adam. Donc, que j'ai pas vu non plus, mais ce que je veux dire, c'est que ça veut dire que notre film, il est meilleur que Morbius, qui est meilleur que Black Adam. Donc, du coup, tu vois, on est meilleur, pour certaines personnes qui n'aiment pas le film, on est meilleur que des films à plusieurs millions de dollars. Donc, moi, je trouve ça fantastique. Donc, ouais, le bilan, il est ultra positif. Et puis, de toute façon, voilà, on a fait un film, quoi. Enfin, pour moi, je trouve que c'est ouf, tu vois, de dire qu'on a fait un film en entier. Et puis, c'était une aventure humaine de dingue, tu vois. Quoi qu'il arrive, on a vécu des trucs et tout. On s'en rappellera toute notre vie, tu vois, d'avoir fait ça. Donc, même si demain, on n'en refait pas, alors que je pense qu'on va en refaire, mais même si demain, on n'en refait pas, tu vois, ce sera un souvenir inoubliable pour tout le monde, quoi. Donc, le bilan, il est toujours positif. Et puis, de toute façon, quoi qu'on fasse dans la vie, je pense que dès que tu sais, dès que tu crées quelque chose, dès que tu as accompli quelque chose, que tu l'aies réussi, que tu l'aies pas réussi, dès que tu as accompli quelque chose, le bilan, il est forcément positif. Voilà, donc le bilan est positif. Eh ben écoute, tu m'aurais posé cette question il y a quelques semaines, je t'aurais dit, bah, on peut lui souhaiter qu'il soit sélectionné en festival et qu'il gagne des prix. Bon, bah maintenant, il a déjà été sélectionné en festival, il a déjà gagné des prix, donc on va plus lui souhaiter ça. Maintenant, moi, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'il gagne des prix individuels pour chaque personne, tu vois. J'aimerais que ma femme, elle ait le prix de meilleure actrice. J'aimerais que le son, ils aient le prix du meilleur son, le meilleur maquillage, etc. Ça et tout. Ça, je serais ravi que chaque personne puisse avoir aussi son prix individuel. Ce serait vraiment cool. Euh, mais pour de vrai, moi, je vais te dire vraiment ce que je souhaite pour le film. Ce que je souhaite pour le film, c'est qu'on arrive à le vendre et qu'on arrive à le vendre assez cher pour que tous ceux qui n'ont pas été payés puissent être payés. Tu vois, je crois que c'est une autre question que tu vas me poser après, mais donc je vais pas m'éterniser là-dessus, d'accord. Mais voilà, j'aimerais qu'on arrive à le vendre assez cher pour que tout le monde puisse être payé bien pour ce film. Euh, J'aimerais qu'il puisse être diffusé et qu'un maximum de gens puissent le voir. Mais surtout, j'aimerais qu'un maximum de gens puissent aimer le film et avoir peur. J'aimerais beaucoup que les gens ils aient peur. Tu sais, quand on fait un film d'horreur, on a envie que les gens ils aient peur. Et je t'avoue que la meilleure récompense, tu vois, ce serait... Ouais, t'imagines, les gens, ils ont vu ce film, ils ont carrément quitté la salle tellement ils avaient peur, tu vois. Ça serait génial d'entendre des trucs comme ça. Et puis, tu sais, un dernier truc. Nous, on a fait ce film, tu vois, avec une somme d'argent qui était pas ouf, tu vois. Et ben moi, je souhaite aussi que les gens ils comprennent qu'aujourd'hui on peut le faire. Tu vois, nous on a fait notre film et j'aimerais bien que les gens à Lyon, tu vois, nous on est à Lyon, et t'imagines pas à quel point les gens ils veulent tous être acteurs, ils veulent tous être machin, participer à des films et tout, mais pour de vrai, quand tu leur demandes, eh ben ils sont plus là, tu vois. Et moi j'aimerais que les gens ils comprennent qu'en fait on peut vraiment le faire, que quand on te dit on fait un film, ben nous on va jusqu'au bout. Et j'aimerais que les gens ils soient plus motivés à faire ce genre de choses, parce que c'est le rêve de beaucoup de gens, mais les gens ils osent pas accomplir leurs rêves. Et donc qu'est-ce que je souhaite au film? Bah, qu'il montre aux gens que accomplir ses rêves, bah, c'est possible, tu vois. Parce que nous on l'a fait, et on encourage, on a vraiment envie, tu vois, en plus nous comme je t'ai dit on est vraiment sur Lyon, et on a vraiment envie que les Lyonnais ils comprennent que on peut le faire, et qu'ils nous rejoignent pour d'autres aventures, ou même qu'ils créent leurs propres aventures eux-mêmes, et qu'ils comprennent que c'est possible, tu vois. C'est pas parce que le cinéma français, tu vois, on en a parlé au début, ils essaient de te fermer toutes les portes, et ben les portes t'arrivent et tu les défonces, tu fais ton truc, et voilà quoi. Donc moi c'est ce message-là aussi que j'aimerais. Ouais, alors tu vois, désolé, j'ai quasiment répondu à cette question dans la question d'avant, mais oui, mais bien sûr. Euh, allez-y, allez-y, foncez les gars. Je veux dire, soyons d'accord, avant, il y avait déjà des réalisateurs, ils n'avaient pas de thunes et ils arrivaient, tu vois, à faire des films et ça coûtait, ils arrivaient à prendre 100 000 € pour faire des films. Aujourd'hui, vous avez des smartphones qui filment mieux que les caméras avec lesquelles on a fait Evil Dead, tu vois. Quand Evil Dead, c'était fait en Super 16, en 16 mm, tu vois. Et aujourd'hui, vos smartphones, ils ont une meilleure qualité d'image que ça. Et moi, je comprends pas.
Tu me dis de donner un conseil aux gens qui veulent se lancer dans cette aventure, mais moi je comprends pas pourquoi personne ne s'y lance. On est dans une société où tu as à des prix super abordables des caméras qui filment super bien, tu as du matos de son qui coûte que dalle, tu as tout qui coûte que dalle aujourd'hui. Tu vois, nous on a fait un film pour 25 000 euros, on n'aurait pas fait un film d'horreur. On aurait pu le faire pour 10 000, tu vois. C'est pas des sommes incroyables, tu vois. Les gens, et, ça, et le CNC, ça c'est une horreur, mais le CNC ou d'autres organismes, ils te passent de la thune, ils te passent 50 000 euros pour faire un court-métrage. Et faire un court-métrage, ça sert à rien. Il n'y a personne qui regarde des courts-métrages. Je suis désolé pour les fans de courts-métrages, mais c'est une réalité. Les gens ne vont pas au cinéma pour voir des courts-métrages. Les gens vont au cinéma pour voir des longs-métrages. Et il y a des gens qui dépensent 50 000 euros dans des courts-métrages, alors que tu peux faire un long avec ce prix-là. Donc, sincèrement, je parle aux jeunes et tout, ça. Faites des écoles de cinéma si vous voulez, pour de vrai, ça sert à rien. Prenez l'argent que vous voulez mettre dans une école, achetez votre caméra, regardez des tutos YouTube, prenez vos potes et allez faire votre long métrage. Allez faire votre long métrage, inscrivez-le en festival avec le peu d'argent qui vous reste. Et voilà, et puis vivez cette aventure. Faites ça, faites tout ça. Foutez un énorme coup de pied au cul à l'industrie du cinéma français qui est une catastrophe. Enfin, allez-y quoi, défoncez tout. Faites ça, lancez-vous dans cette aventure. Go! Ouais, un petit mot. Bah, déjà, si vous êtes arrivé à ce point de l'interview, bah, merci, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Euh, J'espère que vous pourrez voir le film. J'espère qu'il vous plaira. Sincèrement, croyez toujours en vos rêves. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Accomplissez-les, chacun. Chacun et chacune d'entre vous accomplissez-les. Euh, Pensez au fait que voilà, Arlio, c'est un espace culturel lyonnais qui est super important. Moi, je trouve que euh, c'est vraiment un truc qu'il faut soutenir. C'est un super site. Il y a plein de trucs dedans. Il y a plein de trucs intéressants dedans. Et c'est fait aussi par beaucoup de jeunes. Ça, donc vraiment, longue vie à Arlio. Et puis, je vais vous dire un truc, on va faire un petit peu notre pub. Euh, Vous pouvez suivre un peu le film sur sansvoix.fr. Il y a une page Facebook qui s'appelle Sansvoix le film, mais surtout il y a une page YouTube qui s'appelle Sansvoix le film aussi. Et sur cette page YouTube, si vous avez des questions à nous poser, eh ben nous on vous répond en vidéo. C'est-à-dire peut vous faire des vidéos personnalisées pour répondre à toute question que vous avez sur le film, sur comment on fait un film, sur les conseils qu'on pourrait vous donner, etc. Donc au minimum, ce que je peux vous assurer, c'est que moi je répondrai, que ma femme, qui est l'actrice principale du film, elle répondra, et que Philippe, le co-scénariste du film, il répondra. Après, les autres membres de l'équipe, s'ils sont dispo, ils répondront aussi. Donc vraiment, faites-le. C'est très très rare que des gens qui ont fait des films veuillent bien répondre à n'importe quelle question. Donc n'hésitez vraiment pas à le faire, on est vraiment là pour ça. Comme je l'ai dit déjà avant, l'idée c'est vraiment que tout le monde puisse réaliser ses rêves. Moi je pense que c'est super important. Donc si vraiment c'est votre rêve de faire un film, etc., posez-nous toutes les questions que vous voulez. On est là pour ça, on est là pour vous. Parce que voilà, parce que je pense que l'art, c'est la vie en fait. L'art, c'est la vie, le cinéma, c'est la vie. Donc, allez-y quoi. Allez, je vous adore les arlionautes, voilà. Et puis, à une prochaine.